بسم الله الرحمن الرحيم. بدوري كنشكر الأستاذ بوصفيحة اللي عطاني هذه الفرصة باش نهضر على ضعف المناعة عند البالغين. أنا غنتطرق لهاد المحاضرة عن لي دي كوموندمون هاد لي دي كوموندمون اللي كنصوبهم الأستاذ بوصفيحة هو وليكيب ديالو. Alors, sans trop tarder, donc, pour définir les déficits immunitaires de l'adulte, donc ce sont une dizaine de maladies qui se déclenchent, qui dit adulte, donc c'est après un âge de 15 ans, donc c'est pas l'enfant. Et au cours de cette présentation, je vais insister surtout sur le déficit immunitaire comme un variable. Pourquoi? D'une part, c'est le déficit de l'adulte qui est le plus fréquent. Et c'est un déficit à multiples visages. Donc, il a des présentations cliniques un petit peu multiples. Donc, il faut le connaître dans ses différents visages et il faut établir une démarche diagnostique. D'ailleurs, c'est l'objectif de cette présentation et de pouvoir établir une démarche qui va faciliter aux praticiens de poser le diagnostic positif. Parce qu'on a remarqué que malgré que c'est le déficit le plus fréquent chez l'adulte, il reste très peu fréquent. Ce n'est pas parce qu'il n'existe pas, mais il est sous-diagnostiqué. Le déficit immunitaire comme un variable n'est pas le seul déficit qui concerne l'adulte. Il y a d'autres déficits. Mais aujourd'hui, on va parler que du DICV ou bien le déficit immunitaire commun variable. Pour un petit peu parler de ce déficit, j'ai fait comme a fait Oustad Bousfeha pour les enfants, pour la pédiatrie. Donc, j'ai choisi un cas clinique et à travers ce cas clinique, on va un petit peu discuter la démarche diagnostique à faire devant la suspicion déjà clinique de ce déficit. Donc, j'ai choisi un cas d'une jeune, quand on l'avait vue, elle avait un âge déjà à 15 ans. Mais c'est une patiente qui a des antécédents d'infection qui étaient trop chargés. Donc, c'est depuis l'âge de 8 ans qu'elle faisait des otites à répétition avec des infections respiratoires, plus de 4 épisodes par an, et même des infections digestives. C'est une malade, malheureusement, qui était à chaque fois traitée symptomatiquement. À l'âge de 12 ans, elle a fait même un zona qui est sévère intercostal. Je crois qu'à l'âge de 12 ans, si on n'a pas un déficit, c'est inhabituel de faire un zona chez une fillette de 12 ans. Une année plus tard, donc, elle a fait un tableau respiratoire fait de bronchohémoptysie, donc, ce qui a simulé un tableau de tuberculose pulmonaire et la patiente a été traitée par antibaccillaire sans succès. Alors, vous avez vu le long passé, depuis l'âge de 8 ans, les infections à répétition, ça ce qu'on avait relevé de l'interrogatoire, on ne sait pas, est-ce que la malade avait bien avant des infections avant l'âge de 8 ans. Ce n'est qu'à l'âge de 15 ans, et quand elle a été hospitalisée au service de pédiatrie devant ce problème d'infection respiratoire, malheureusement, à cet âge, elle a développé carrément une dilatation de bronches, donc qui est une complication de ces infections bronchopulmonaires à répétition. Devant ce tableau clinique, infection à répétition, plusieurs types d'infections, infection respiratoire, plus de 4 épisodes par an, et zona intercostale. Donc, cette richesse sémiologique doit nous inciter à penser au déficit immunitaire chez cette jeune fille. Alors, si on raisonne par commandement, si on voit le commandement numéro 1 concernant la prise en charge des DIP chez l'adulte, donc on doit penser au déficit immunitaire primitif en cas d'infection inhabituelle. Inhabituelle par quoi? Déjà par leur répétition, leur sévérité et les germes isolés. Donc ça, c'est l'hypothèse posée sur le plan clinique. Deuxième étape, qu'est-ce qu'on doit faire pour confirmer ce déficit immunitaire?
Donc, l'étape suivante, toujours comme monsieur le professeur Bousfeha, il a préconisé chez l'enfant, donc dès qu'on pense au déficit immunitaire, il faut rapidement écarter le déficit immunitaire secondaire et notamment l'infection rétrovirale. Donc, première chose, il faut faire une sérologie VIH. Et puis, après, demander le reste du bilan qui repose surtout sur l'électrophorèse des protéines. Donc, il ne faut pas hésiter quand on a la moindre suspicion. Donc, je parle des déficits immunitaires humoraux. Bien sûr, pour les autres déficits, il y a d'autres examens qu'il faut demander. Mais là, quand on suspecte un déficit en anticorps, il faut qu'on fasse l'électrophorèse bien après la sérologie rétrovirale. Et bien sûr, faire le bilan infectieux, demander également un bilan radiologique. Alors, pour les résultats chez notre patiente qui fait les infections à répétition, la sérologie rétrovirale était négative. La numération avait montré une petite hyperleucocytose à PNN qui est logique avec les infections, les surinfections qu'elle fait surtout au niveau pulmonaire. Pas de lymphopénie, mais à l'électrophorèse, voilà, donc on est frappé par cette hypogammaglobulinémie qui est profonde. Donc, elle avait une hypogamma à 3,6 pour une fourchette normale qui est entre 8 et 13. Donc, cette hypogamma doit nous faire penser au déficit immunitaire humoral, donc c'est-à-dire le déficit en anticorps. On ne va pas retenir le diagnostic à cette étape, on doit compléter les investigations dans ce sens. Donc, la prochaine étape ou bien le prochain commandement, c'est le commandement suivant, c'est le commandement 3. En se basant sur ce commandement, il faut d'abord, avant de se lancer dans les bilans, éliminer, écarter, donc toujours en médecine, on a appris à faire le diagnostic positif, après avoir fait le diagnostic différentiel. Donc, on doit écarter l'hypogamma d'autres origines, et surtout secondaires. On sait très bien qu'on peut avoir les hypogammas d'origine primitive et secondaire. Donc, les plus fréquents d'origine secondaire, c'est surtout les médicaments. À leur tête, c'est les corticoïdes. Mais les corticoïdes ne donnent pas une hypogamma tellement profonde. Quand ils donnent une hypogamma, elle reste un petit peu, elle est légère. Les lymphomes de bas grade, les fuites d'immunoglobulines, surtout le syndrome néphrotique et l'entéropathie exudative. Ce syndrome néphrotique ou l'entéropathie, il se caractérise par une hypogamma associée à une hypoalbuminémie. Par contre, quand on est devant une hypogamma qui évoque un déficit immunitaire, on a une hypogamma avec un taux normal d'albumine. Et ainsi de suite. Donc, la liste, elle est longue. Un petit peu dans ce tableau, je vais passer rapidement. Là, il y a les causes primaires et les causes secondaires un petit peu détaillées des hypogammaglobulines. Alors, on a fait la sérologie rétrovirale qui est revenue négative. On a fait l'électrophorèse qui a montré cette hypogamma avec un taux normal d'albumine. On a écarté les autres étiologies des hypogammas. Quelle serait l'étape suivante? Donc, l'étape suivante est de faire, parce qu'on est dans le déficit en anticorps, on est dans le déficit immoral, donc on doit compléter par un dosage pondéral des 4 immunoglobulines, à savoir les IgG, les IgA, les IgM et les IgE. Et bien sûr, donc faire les radios comme on a fait pour notre patiente. Malheureusement, pour notre malade, on a déjà une dilatation de branche qui est une complication de ce type de déficit chez les patients qui sont traités tardivement. Alors, le résultat, c'est notre patiente du dosage pondéral. Elle a un dosage, elle a des IgG et des IgA, des IgM qui sont toutes diminuées. Donc, pour retenir le déficit immunitaire comme un variable, déjà, il y a plusieurs types de critères. Donc, dans l'essentiel, pour avoir le diagnostic, on doit d'abord avoir un âge qui est plus de 4 ans et avec un dosage pondéral des immunoglobulines, on a surtout les IgG qui sont diminués, associés à deux diminutions des autres gamma-globulines, des autres immunoglobulines, à savoir donc IgG avec IgA ou IgG avec IgM, ou parfois, le plus souvent, on peut avoir les 3 types d'immunoglobulines, comme c'est le cas de notre patiente, les 3 types qui sont diminués. Donc, on doit compléter
par le dosage des sous-populations lymphocytaires. Pourquoi? Donc, pour pouvoir faire le diagnostic différentiel, et notamment avec la maladie de Bruton, qui est la gamma-globulinémie, dont vous a parlé professeur Bousfeha. Dans le déficit immunitaire commun variable, on a un taux qui est normal des B19-20. On n'a pas un problème du taux. Par contre, on a un problème du fonctionnel. Donc, le B19, il est là, mais il ne fonctionne pas très bien. À la différence de la gamma-globulinémie de Bruton, donc on a les B19 et les CD20 qui sont, les CD19 et les CD20 qui sont diminués. Dans le DICV, le pourcentage, il est supérieur à 2, donc on a le taux normal, mais il ne fonctionne pas correctement. Alors ça va nous conduire, donc pour le dosage des sous-populations lymphocytaires, donc ça rentre dans le cadre du commandement numéro 4, c'est-à-dire après avoir fait l'électrophorèse, le dosage des immunoglobulines qui montre 2 ou 3 immunoglobulines qui sont diminuées, on complète par le dosage des sous-populations lymphocytaires, notamment les CD19 et les 20, qui montrent un taux qui est élevé, donc supérieur à 2%. Ça nous permet de retenir notre diagnostic. Là, sur cette slide, il y a les critères qui permettent de retenir, sont résumés dans ce tableau, les critères qui permettent de retenir le diagnostic. C'est les critères dont on vient de parler, et notamment, donc, c'est les isotypes, la diminution majeure d'IgG ou IgA ou IgM. Donc, IgG plus 2 autres immunoglobulines en l'absence des étiologies qui peuvent expliquer les hypogammes. Alors, dans le commandement numéro 1, on avait vu au début que c'est les patients qui ont normalement des infections inhabituelles. On avait dit inhabituelles par leur répétition, par leur sévérité ou par les germes isolés qui nous laissent penser à un DIP, même chez l'adulte, parce que le DICV, il peut se voir à l'âge adulte, et comme il peut, dans la plupart des malades, donc les signes, ils se révèlent à l'âge adulte, c'est-à-dire, comme le cas de notre patiente, c'est une malade qui avait des symptômes depuis l'enfance, donc bien sûr plus supérieur à 4 ans pour répondre à la définition du DICV, mais le diagnostic n'a été fait qu'à 15 ans. Souvent, le diagnostic se fait à un âge encore plus tardif. Et parfois, ça rentre également dans le cadre du DICV, l'âge de début, il n'est qu'à l'âge adulte, c'est-à-dire on peut avoir, même on a des patients qui ont fait la maladie qu'à partir de plus de 50 ans. La dernière malade qu'on a diagnostiquée, c'est une patiente qui avait un DICV dont la symptomatologie a commencé à l'âge de 60 ans. Donc, les deux cas de figure, on peut les voir. Soit c'est des symptômes qui remontent à l'enfance, mais le diagnostic n'a été fait, ne se fait qu'à l'âge adulte, soit à partir d'un âge adulte et même à partir d'un âge tardif, les patients peuvent déjà commencer leurs symptômes. Alors, la présentation, il faut savoir, il ne faut pas sortir avec l'idée que le DICV, c'est juste des infections inhabituelles. Non, c'est des infections, certes, c'est le tableau le plus fréquent, mais il y a d'autres manifestations. Les autres manifestations, à savoir donc une association à une auto-immunité ou une lymphoprolifération ou bien donc à des allergies. Donc il faut penser au déficit également quand on a les autres manifestations de la maladie qui sont résumées dans ce tableau. Vous allez, comme vous avez remarqué, donc les manifestations respiratoires, ils sont en tête de file. Et puis, il y a les manifestations digestives, il y a l'auto-immunité, il y a les lymphomes, il y a les granulomatoses. Mais souvent, ce sont des malades. Quand ils ont les autres manifestations, quand on pousse l'interrogatoire dans les antécédents, on trouve qu'ils avaient déjà des antécédents chargés d'infections, que ce soit respiratoires ou digestives. Le traitement, donc je vais passer rapidement, le traitement repose, donc parce que c'est un déficit en anticorps, c'est un déficit en immunoglobulines, donc c'est logique, le traitement repose surtout sur la perfusion des immunoglobulines. J'ai presque terminé. Le traitement repose sur la substitution à vie en immunoglobulines. Donc, et cette substitution,
quand elle est faite un petit peu précocement, ça permet d'éviter les complications un petit peu graves de la maladie. Donc, pour conclure, le DIP se manifeste par des infections souvent inhabituelles. Donc, le DICV, c'est le DIP le plus fréquent chez l'adulte. Il a un visage unique, c'est l'hypogamma. Il faut insister sur l'hypogamma-globulinémie, mais il est à multiples facettes. Donc, comme vous avez vu, c'est une clinique qui est un petit peu variée, dominée par les infections à répétition inhabituelle. Le diagnostic, il est facile si on y pense. Donc, tout tableau clinique atypique doit nous faire évoquer le déficit immunitaire comme un variable. Je vous remercie.